French Touch. Pascal Moreau va nous rejoindre, il a quelques minutes de retard. Bonjour à tous, nous sommes très très heureux de se retrouver donc, tous les trois, bientôt tous les quatre, pour cette table ronde consacrée au luxe et à l'innovation. J'ai la chance d'être entourée de deux et bientôt trois grands témoins passionnants sur ce sujet, donc c'est un vrai régal pour moi d'être à leur côté. Je vais vous présenter donc Éric Dupont. Éric, tu es directeur des opérations supply chain et transformation chez Chanel Mode. Et puis Benjamin Bouygues, Venture et Innovation Directeur chez Kering. Je m'appelle Céline Pagachouin, je suis associée dans une stratégie TA en charge de toutes les activités mode, luxe et retail. Quel beau sujet, quel vaste sujet de partager avec vous cette question du luxe et de l'innovation. Pour préparer la séquence, c'est vrai qu'on a pris le temps avec Benjamin et Éric notamment de repartir de la base. Qu'est-ce qu'innover? Innover, c'est mettre quelque chose de nouveau dans ce qui existe déjà. Innover, c'est pas tant inventer que être capable, y compris pour les grandes maisons de luxe françaises, de pouvoir apporter de la valeur client, de la valeur dans le modèle et aussi de la valeur dans la façon de faire. J'étais marquée dans la préparation à quel point Benjamin et Éric ont souligné le fait que finalement l'innovation, au-delà des résultats, des erreurs, c'était aussi un état d'esprit, une nouvelle manière de travailler, une façon de transformer les cultures et les modèles d'organisation au sein de leur maison, au sein de leur. Alors on a fait le choix, tous les quatre, d'aborder cette séquence et d'aborder cette table ronde en ouvrant avec vous deux champs de création de valeur. La valeur pour le client. Et Benjamin va nous parler de son expérience et de l'ensemble des exemples qu'il pilote aujourd'hui sur finalement comment l'innovation permet au luxe de sublimer, d'élever cette fameuse expérience client. Et puis on a ouvert aussi, on peut ouvrir avec vous un deuxième champ autour de l'innovation et du luxe, autour de la création de valeur sur les questions d'engagement et de la responsabilité. Et Éric témoignera de comment aujourd'hui il met au quotidien avec ses équipes l'innovation au service des engagements de Chanel dans ce long processus de transformation. On va les écouter. Moi, je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec eux leurs témoignages, leurs visions, leurs convictions sur le sujet. On va essayer d'avoir le plus d'exemples concrets possible et puis on éclairera aussi le comment. Comment finalement tout ce travail de l'innovation dans le luxe apporte aussi de nouvelles façons de travailler et comment finalement les équipes ouvrent les maisons, ouvrent de nouvelles dates. Voilà. Je vous remercie de votre participation et puis merci à Éric et Benjamin de venir. Et là, je vous demande d'être Pascal Moreau qui arrive. Pascal, tu as la place du roi. Pascal, donc président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode. Ça va? On va commencer par toi, Benjamin. Benjamin, au sein de Kering, tu diriges l'activité Venture et Innovation. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta mission et puis finalement comment tu crées avec ton équipe, avec les maisons, la meilleure expérience client possible et quel projet aujourd'hui anime cette réflexion autour du luxe et de l'innovation sur l'expérience client? Merci Céline. Bonjour à tous. Alors, il faudra m'excuser si je ne vous regarde pas parce que j'ai le spot dans les yeux. Je crois que c'est pareil pour nous tous. Donc, peut-être en un mot, même si j'ai affaire à un public averti, mais donc Kering, j'espère que vous connaissez tous, mais donc un des leaders mondiaux de l'industrie du luxe avec une dizaine de marques dans les domaines de la mode, de la joaillerie, désormais de la beauté et des lunetiers. J'ai la chance de travailler au niveau du groupe et en charge de l'innovation qui fait partie de la direction du digital. Alors, le digital chez Kering, c'est quoi? C'est vraiment un levier pour créer de la valeur pour nos maisons et faire en sorte d'améliorer au maximum l'expérience client, comme tu le disais, Céline. On sait que nos marques brillent au final par leur créativité, leur savoir-faire. Et nous, on se met au service de ces actifs
de nos marques. Et je dirais, il y a 6 ans, je pense que Kering a lancé cette direction du digital, ce qui était en soi très innovant, je pense, pour l'industrie, en se disant, on va mettre des actifs, des savoir-faire et des plateformes technologiques au service de nos marques. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on voyait que l'industrie du luxe était globalement drivée par 2 types de populations, je dirais les jeunes et la Chine, et on sait que le point commun de ces populations, c'est vraiment d'être hyper connectés et tout au long, je dirais, des touchpoints avec les marques, de se servir du digital. Et donc voilà pourquoi on a lancé le digital. Et le digital, du coup, ça recouvre 2 typologies de services, j'ai envie de dire, auprès des marques, des plateformes digitales et des centres d'excellence. Les plateformes digitales, c'est notre plateforme e-commerce, c'est notre plateforme CRM, c'est les différents outils qu'on met à disposition des vendeurs, conseils clientèle en boutique. Et tous ces outils, en fait, ils visent à personnaliser l'expérience client, à faire en sorte que le digital, la data, à la fois améliore la productivité des gens du groupe, mais surtout les aide à créer une expérience la plus aboutie possible pour nos clients. Et donc l'autre typologie de valeurs qu'amène le groupe aux maisons, du coup, ce sont ces centres d'excellence, notamment autour de la data. Et encore une fois, la data, on peut s'en servir partout, et de l'innovation. Donc moi, je suis en charge de l'innovation pour le groupe. Ma mission, c'est vraiment être en veille sur l'ensemble des technologies ou des business models émergents qui peuvent avoir un impact sur notre chaîne de valeur et dont les applications peuvent permettre d'améliorer cette expérience client. Donc ça va de la 3D, du gaming, Web3, blockchain, AI, tous ces sujets dont on a entendu parler. L'objectif de mon équipe, c'est de prendre ces sujets un par un, de les casser en morceaux, de les comprendre à la fois d'un point de vue technique, mais surtout d'un point de vue application, pour être capable d'en tirer de la valeur. Donc pas juste de faire des PowerPoint sur ces tendances, mais je dirais de tirer de la valeur de 3 manières globalement. La première, c'est tester. Et ça, je pense que c'est une philosophie propre à Kering de test and learn, qui est de dire quand on voit un sujet, on a envie de se l'approprier. Et la meilleure manière, c'est de faire. C'est pas juste de lire ou de regarder. Donc tester, on fait des proof of concept avec les marques, on lance pas mal de pilotes sur l'ensemble de ces sujets. La deuxième, c'est investir. Et donc on a créé Kering Ventures, qui est l'outil d'investissement dans l'innovation du groupe Kering. On investit principalement dans des startups, aussi un peu dans des fonds d'investissement, qui nous donnent à la fois cet accès, cette visibilité sur les nouvelles tendances, mais de manière très concrète, auprès d'entrepreneurs qui font au quotidien et qui essaient de changer les règles de l'industrie. Et la troisième manière d'agir, c'est apprendre et éduquer. Et donc, mon équipe organise beaucoup de sessions d'inspiration, de hackathons, enfin tout le kit assez classique des grands groupes, et pour faire en sorte que les gens s'approprient les sujets d'innovation et aient envie de faire eux-mêmes. Parce que l'objectif, c'est surtout pas de centraliser. Enfin, on a une équipe centrale que je dirige au sein du groupe, mais le but, c'est que tout le monde innove. L'innovation ne peut pas se limiter à une équipe au sein d'un groupe comme Kering. Voilà. Cette question de l'innovation chez Kering, est-ce que tu peux nous donner un exemple, une innovation dont tu es particulièrement fier au cours de ces derniers mois, années, en termes d'expérience client ? Alors, il y en a une, mais je crois qu'on va certainement y revenir, hein, qui était un sujet autour de la seconde main, un sujet qu'on a pris quand on a lancé l'innovation il y a 5 ans, en se disant l'économie circulaire est amenée à grossir, il n'y aura pas de retour sur ça. Et donc, plutôt que, je dirais, de s'en protéger ou de s'en méfier, on veut la comprendre. Donc, on est intervenu de différentes manières, peut-être je détaillerai après, mais un des pilotes intéressants qu'on a aidé à lancer, c'est celui que Gucci a lancé officiellement en début d'année avec Vestiaire Collective et qui permet d'offrir un service de reprise des sacs à main Gucci auprès de ses clients. Et donc qui peuvent venir en boutique ou demander en ligne à revendre leur sac à main Gucci dont ils n'ont plus l'utilité pour leur donner une seconde vie. Et je dirais tout ça, en fait, c'est le travail de pas mal d'années d'études du marché, de benchmark des partenaires possibles et surtout, je dirais, d'adaptation. On sait que l'industrie du luxe, globalement, on construit pas des fusées nucléaires. Hein, donc, ce qui va faire la valeur, c'est l'application par la marque de manière pertinente et, je dirais, propre au storytelling de la marque et au service qu'elle va amener à ses clients.
Et je pense que c'est ce que Gucci a justement fait sur ce service-là. Très bien. Eric, à toi. Si on parle de valeur client, si on bascule sur un autre champ de la valeur qui est la question de la valeur d'engagement, la valeur de responsabilité. Aujourd'hui, tu es sur ce champ extrêmement impliqué. Tu es en charge de la transformation responsable pour Chanel Mode. En 2 mots, la transformation responsable, Eric, ça veut dire quoi pour toi ? En fait, la transformation responsable, c'est de regarder et reprendre en fait tous les aspects du développement, de la fabrication, de la conception, et se dire en quoi on peut les améliorer. Et j'aime bien le mot transformation parce que c'est un processus en fait. Il n'y a pas de point d'arrivée. Le nouveau point d'arrivée constitue un point de départ pour redémarrer. Et donc l'engagement qui est le nôtre, c'est vraiment de travailler sur ce sujet. Et donc, au sein de Chanel Mode, on a constitué une équipe qui mélange en fait les gens qui sont dans l'opérationnel, d'où mon titre, avec les gens qui travaillent sur ces sujets moyen terme, et de trouver en cela les meilleurs compromis entre l'exigence du court terme, de livrer un produit qui a défilé en boutique, en bon niveau de qualité, tout en le transformant. Et donc, c'est ce chemin qu'on prend au quotidien. Et donc l'autre angle que nous, on a envie de vous illustrer, qui me paraît complémentaire avec ce que vient de présenter Benjamin, c'est de regarder finalement ce qui est le cœur d'une marque, qui est ce triptyque que vous connaissez tous, évidemment la puissance de la création, tu viens d'en parler, la puissance de l'allure pour nous, pour Chanel c'est vraiment quelque chose d'identitaire et de très fort. Ensuite, les savoir-faire d'exception. Je pourrais vous parler pendant des heures du travail de la plumassière parce que je trouve ça incroyable d'avoir pu préserver de génération en génération ces savoir-faire. Et le troisième pilier, ce sont les matières. Matières nobles, matières d'exception, très souvent des matières naturelles. Et innover, finalement, c'est de réinterroger ce triptyque et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, pour pouvoir réassesser notamment l'enjeu des matières, pour qu'elles soient plus qualitatives, plus circulaire, plus durable, et d'avancer encore un peu plus loin sur ce chemin. Et j'avais, pour illustrer ça, envie de vous montrer un exemple, vous parler d'un exemple, qui est l'exemple de Dakar. On a défilé l'an passé à Dakar, et on a été accueillis merveilleusement bien dans cet endroit, qui est un hub culturel et vivant totalement incroyable. Et autour du défilé, il y a eu un certain nombre d'initiatives très fortes, très intéressantes, qui ont créé un dialogue entre le Sénégal et par exemple, des artistes sénégalais et nos artisans pour pouvoir créer des œuvres ensemble. Mais on a voulu aller plus loin et se dire, finalement, ce pays qui nous accueille, c'est un pays qui a aussi la culture du coton, en fait. Et que ce coton, il existe dans ce pays. C'est un pays qui a historiquement une forte industrie sur ce sujet, à 7 heures de la capitale. Et donc, on a été voir sur place pour s'interroger, finalement, comment on pouvait accompagner des acteurs locaux qui étaient dans une stratégie de reconquête de qualité. Et comment on pouvait, finalement, travailler avec eux dans le détail, avec beaucoup d'humilité et en même temps beaucoup d'envie et de force pour aller dans une direction ensemble. Et donc, pour vous donner un détail d'un projet qui pourrait prendre 3 tables rondes, on a travaillé sur un projet d'agroforesterie en même temps que le développement d'un partenariat long terme sur le coton. Alors, pourquoi l'agroforesterie ? Parce que l'agroforesterie, bien, c'est évidemment planter des arbres, en l'occurrence des arbres fertilitaires qui fertilisent le sol, et que dans ces sols, on peut cultiver des cultures vivrières, comme le mil, mais aussi des plantes médicinales qui peuvent aussi servir de faire des herbicides bio. Et que ces herbicides bio peuvent servir à la culture du coton et en faire une culture bio. Et donc, notre métier, c'est à ce moment-là de travailler à réunir en fait les acteurs locaux, de travailler avec humanité, avec volonté d'impact dans le long terme, de s'engager avec eux pour, on l'espère, un jour pouvoir acheter du coton bio ou régénératif du Sénégal pour nous, mais aussi pour d'autres, puisque c'est ça aussi notre innovation, c'est de faire en sorte de faire émerger un écosystème fort, puissant, dans la direction de Chanel, mais aussi d'autres marques. Et c'est cette initiative qui pourrait, pour moi, illustrer en fait cette envie qui est la nôtre de réinventer, de réinnover autour de ce triptyque
génial qu'est la création, les savoir-faire d'exception et les matières nobles. Merci Eric. Pascal, je sais que ce thème t'est particulièrement cher. Notamment, tu réfléchis, tu écris depuis très longtemps sur ce sujet de l'innovation, pour l'économie en général, pour le luxe en particulier. Quelle mise en perspective tu peux faire de ces deux témoignages et comment toi tu vois cette alliance magique du luxe et de l'innovation aujourd'hui? Bon, je dirais que d'abord, il y a des questions peut-être de définition que je vais reprendre en réfléchissant par là même, car Benjamin et Eric ont dit les choses essentielles et l'essentiel, donc il faut que je trouve d'autres choses à dire. Je crois que d'abord, il faut bien avoir à l'esprit les deux choses. La première chose, c'est que on parle beaucoup de création, on parle des industries créatives, mais il faut bien comprendre qu'il y a une différence de fond entre la création et l'innovation. La création n'est pas l'innovation et réciproquement. Bien sûr, la création et l'innovation supposent une créativité pour l'exercice de l'innovation. Mais on peut très bien avoir une marque peut très bien être tout à fait très créative, avoir un talent, un créateur de grand talent qui, c'est de manière innovante, enfin, tourner vers la création et sans pour autant être tourné vers l'innovation et sans pour autant innover. Je ne cite personne, je n'ai aucune idée derrière la tête, je fais juste une expérience de pensée que je vous transmets. C'est bien deux choses différentes. Une innovation, qu'est-ce que c'est l'innovation? C'est un nouvel usage qui suppose, comme a dit Benjamin, Eric aussi, avec d'autres mots, mais c'était cet enjeu qui suppose une appropriation, et ou un nouveau modèle économique. Donc ça c'est la première chose. Donc comment on traverse et comment on s'implique dans des nouveaux usages, et tous, enfin, collectivement, et des nouveaux modèles économiques. Alors le deuxième point, brièvement aussi, c'est que jusqu'au XXe siècle et au début du XXIe, on a parlé de technologie dans la mode et dans le luxe. On parlait beaucoup déjà de savoir-faire, hein, savoir-faire de la main, ça continue, c'est absolument vital. Je vais faire une remarque sur ce sujet. Mais c'était un peu vulgaire. Hein, on ne parlait jamais trop de ça. Oui, bien sûr, il y avait des très bons ingénieurs, notamment des ingénieurs textiles. Et donc, l'IFM s'intéressait à ces sujets différemment, mais on en parlait peu. Et là, il y a eu vraiment, depuis, on va dire, 7, 8, 10 ans, et ça s'accentue, une rupture par rapport à ça. Et beaucoup plus de liens, beaucoup plus d'articulation entre la technologie et la création, et qu'il faut que les designers s'y intéressent de plus en plus. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Pourquoi cette rupture? Parce que nous sommes dans une révolution industrielle. Nous vivons deux révolutions. Nous vivons deux révolutions, comme une révolution électrique, une deuxième révolution industrielle, etc. On vit une révolution technologique, donc autour du digital, et on vit une révolution écologique. La différence entre les deux, c'est que la première s'impose à nous, alors que la seconde dépend de notre propre volonté. Donc c'est un champ d'innovation pour le client, qu'on appelle client, consommateur, citoyen, absolument énorme. Je dis souvent gigantesque. S'agissant du digital, j'ai coutume d'évoquer les 4 C. Donc la création, on peut dire la commercialisation et le client, la communication. Et il y a eu, si on prend le cas de la Fashion Week Online, enfin tout ce qui est indépendant, même au-delà de tout ce qui est métaverse et compagnie, ça a été un grand champ d'innovation pour les marques et pour les designers. Et puis la coordination, donc avec l'articulation donc de la gestion des flux de marchandises et d'informations dans les entreprises et dans les marques. Et puis la révolution écologique, bon, je n'ai pas besoin de souligner son impératif absolument catégorique. Alors, je vais peut-être faire 2 remarques pour poursuivre et terminer mon propos à ce stade. La première, pour me permettre de relativiser ce qu'a dit Benjamin quand il dit qu'on ne fait pas de fusée nucléaire, parce qu'on fait des choses qui sont plus complexes à certains égards que des fusées nucléaires. Mais ça, il faut bien le comprendre. Pourquoi? Parce que ce soit dans l'aéronautique, ou plus globalement quand on fait sans même être chez SpaceX, hein, on utilise beaucoup de robots. Il y a beaucoup de robotisation. Et la robotisation, c'est beaucoup plus complexe dans le secteur, beaucoup plus complexe que dans l'aéronautique. Pourquoi? Parce que les robots, ils savent très bien, on sait très bien reproduire le mouvement du bras, mais pas le mouvement des doigts. Et les mouvements des doigts sur des matériaux souples, c'est pire. C'est-à-dire pour ça qu'il y a des tentatives, il y a eu de start-up et de marques qui veulent, en gros, en résumé, congeler des vêtements pour pouvoir les travailler comme du métal. Enfin, on n'y est pas encore. Donc il y a une complexité, et c'est pour ça que les notions de savoir-faire d'exception, pour le luxe et au-delà du luxe, c'est absolument essentiel.
Parce que non seulement c'est un héritage extraordinaire, mais en plus, il n'y a pas de substitution technologique. Voilà. Et le dernier point que je voudrais dire à ce stade, c'est au fond faire le lien entre les innovations dans le domaine du digital et dans le champ du développement durable, parce qu'il y a un lien fondamental qui est celui de l'information. Pour faire de l'innovation, on va dire, écologique, il faut à la fois faire des choses extraordinaires du point de vue, comme ce qu'a évoqué Eric, du point de vue qualitatif. Il faut, dans le même temps, arriver à dépasser, à sublimer, je sais pas, mais en tout cas à dépasser toutes les réglementations ambiantes pour être dans une sorte de vérité, d'authenticité. Or, nous sommes dans une ère où c'est pas je pense donc je suis, mais c'est je compte donc je suis compté donc je suis. Il y a des gros enjeux de données, de data, voilà. Et moi, je pense profondément que par rapport à ça, et ça conditionne les innovations potentielles, pour pas que ce soit des obstacles, mais que ce soit dépassé, que, d'ailleurs, ça a été dit dans d'autres secteurs, que le big data, la digitalisation, eh ben, c'est le développement durable qui va franchir ce cap pour notre secteur, pour qu'il aille encore plus loin, comme d'autres secteurs, qui sont déjà parfois plus avancés, mais encore plus loin dans la digitalisation des activités. Parce qu'à un moment, si on est innovant, si on utilise des matières biosourcées, si on a des savoir-faire exceptionnels, mais si on est innovant donc par l'usage des matières, si on est innovant par le modèle économique, mais que dans le même temps, les circonstances et la réglementation font qu'on est mal noté, ben, il y a une contradiction. Donc il faut arriver à juguler ça, et c'est par la conjonction de la dimension environnementale et sociale d'un côté et de la dimension digitale de l'autre qu'on parviendra, évidemment sur les questions de performance environnementale et sociale, mais sur les enjeux de traçabilité qui posent un énorme enjeu d'information, qu'on parviendra à juguler ce potentiel, à libérer ce potentiel d'innovation. Et si on ne le fait pas, ben ce sera la loi de Gresham, comme en économie. C'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. Et ça, c'est le gros enjeu. C'est le gros enjeu de nos gros enjeux. Mais ça vaut aussi, il n'y a pas que pour le luxe. Donc le luxe est porte-étendard par rapport à ça, leadership naturel. Mais pour tous les niveaux de gamme, c'est absolument essentiel d'arriver à conjuguer ces deux dimensions et pour être tourné vers ces formidables innovations qui ont été décrites par Benjamin et par Eric. Voilà. Moi, je voudrais réagir sur son point parce qu'effectivement, il est fondamental. Pour moi, il y a effectivement un lien intime entre ce que fait le groupe Kering, Benjamin et les autres marques dont Chanel. C'est que effectivement, quand on fait un travail comme ça en amont et qu'on développe une culture de coton biologique, eh bien, on veut s'assurer que les balles de coton, elles arrivent bien à celui qui les a commandées. Donc se trouve la question de comment on trace un flux. Comment on est certain que cette balle de coton arrive jusque chez nous. Alors nous, on a travaillé pendant des années sur ce sujet et on a par exemple investi dans une société néo-zélandaise qui s'est aperçue que quand on brûle le coton à une certaine température, il y avait des émissions de capteurs, de marqueurs isotopiques et que ces marqueurs pouvaient définir le lieu de provenance. Et donc, on est en capacité, quand on nous amène une balle de coton, de savoir à peu près à 350 mètres, 400 mètres d'où elle vient. Donc, il y a une nécessité au départ pour nos sociétés d'investir dans ces technologies, et c'est ce qu'on a fait, pour pouvoir développer ces technologies. Donc, là, on part d'une donnée. Ensuite, le deuxième élément, c'est que ce que tu évoques, c'est que pour identifier qu'une solution est meilleure qu'une autre, il faut donner les éléments, se définir en fait un cadre de jeu qui permet de dire cette matière-là, elle a tel et tel avantage et elle est meilleure que cette autre matière. Et ce cadre de jeu, on le définit au sein d'une marque, mais on le définit aussi entre marques, parce que évidemment, il y a un enjeu d'avoir le même. Et c'est là où ce que tu dis me paraît assez juste, c'est que quand on l'a fait au niveau d'une marque ou qu'on le fait au niveau d'une fédération, il y a des débats sur, finalement, quels sont les critères qui définissent qu'une matière, le polyester pour ne pas le citer,
est meilleur qu'un coton bio régénératif. Et selon quels critères? Et donc, on a beaucoup de débats entre nous, et tu as raison de le noter, sur finalement comment on va valoriser tout le travail qui a été fait en amont, toute la traçabilité, dans une grille de critères clairs qui porte, avec une vision tout à fait honnête, la force, le travail qui est fait. Et donc, on a un enjeu de données dans toutes nos entreprises, puisque chaque produit, finalement, a une carte d'identité. Et dans cette carte d'identité, il y a un certain nombre d'éléments, notamment les données liées aux parties constituantes, notamment mon fameux coton bio provenant du Sénégal. Et c'est ces données qu'on va ensuite être en capacité de communiquer dans des outils qui seront la troisième étape de comment on communique ensuite à nos clients ce type de données, sous quelle façon, sous quelle manière, avec certainement aussi une volonté, dans un certain nombre de cas, de se mettre d'accord et d'harmoniser une lecture compréhensible. Donc effectivement, tu as raison, toute cette démarche, ces deux démarches sont intimement liées et elles créent en fait une révolution de la donnée et que ces deux projets en fait sont un seul projet commun pour aller encore plus loin sur la matière et sur les données qui sont attachées à cette matière. Merci. Je pense que c'est vraiment fondamental, et c'était notre intention de redonner du sens et de redonner le sens de cette innovation au service du luxe, de pouvoir, à travers ces exemples, et Benjamin va continuer en termes d'exemples, d'illustrer comment aujourd'hui on caractérise vraiment l'innovation dans tout son champ et ses champs d'application et d'usage. On avait aussi envie de partager avec vous cette révolution d'une certaine manière du comment. Et c'est vrai que moi, j'étais marquée dans les échanges qu'on a pu avoir tous ensemble à quel point, quelque part, vous poussez aussi cette dimension de transformation des modèles organisationnels, la façon de travailler, cette logique aussi d'ouverture et finalement de rupture de grandes maisons organisées de manière relativement silotée dans l'histoire, et d'ailleurs c'était aussi un moyen de se protéger, à d'une logique complètement différente aujourd'hui, où chacun d'entre vous, vous impulsez des nouvelles façons de travailler pour vos équipes, de nouvelles façons de travailler au sein du groupe, voire même des logiques d'ouverture très fortes. Benjamin, est-ce que tu peux juste nous expliquer aujourd'hui comment tu vis ces inflexions en termes de façon de porter de l'innovation et de faire vivre l'innovation au sein du groupe? Oui, alors donc moi je suis pas un ancien de l'industrie du luxe, donc je l'ai découverte il y a un peu plus de 5 ans en rejoignant Kering, et effectivement on en parlait en préparant cette table ronde, mais on se disait la perception qu'ont les gens du luxe, c'est une industrie effectivement très fermée, secrète, etc. Et à juste titre, je pense que ça fait partie de la magie effectivement de l'industrie de garder une part de secret. Néanmoins, quand on parle d'innovation, je pense que le partage est au centre de l'innovation. Quand on fait partie d'écosystèmes justement d'entrepreneurs, quand on parle à des startups, on se rend bien compte que un des principaux modes d'apprentissage, c'est vraiment le partage d'expériences entre eux. Les entrepreneurs se parlent tous les jours, ils regardent ce qu'ont fait les autres, etc. Et c'est pas forcément un état d'esprit qu'ont les grands groupes ou les marques du luxe historiquement. Et je pense que c'est une des grosses valeurs ajoutées justement d'être au sein d'un groupe. Et dans le travail qu'on fait nous à l'innovation, c'est de favoriser ce partage d'expérience entre les marques. Comme on le citait un peu plus tôt, là on parlait d'une fédération, mais à l'échelle d'un groupe comme Kering, on peut trouver une marque pilote qui va apprendre, et ensuite on va tirer des apprentissages qu'on diffuse au sein des différentes maisons. Donc je dirais la logique d'écosystème et d'ouverture, elle se fait en interne au sein d'une marque où on aide les gens à se parler, au sein du groupe où nous on fait en sorte de créer des écosystèmes en fait de personnes innovantes en fait par thématique. Qu'on invite à se parler, à apprendre ensemble. Et puis l'innovation, je dirais, plus ouverte, quand on parle d'open innovation, qui est de dire il faut collaborer en externe. Encore une fois, il y a énormément de savoir-faire, justement pas de savoir-faire, mais d'actifs qu'on ne possède pas quand on parle de technologie, et on ne va pas les réinventer. On parle souvent du syndrome NIH, Not Invented Here, qui est un peu un syndrome de
propre au grand groupe et pas à l'industrie du luxe, mais qui est justement, quand il y a quelque chose de nouveau, de se refermer, d'essayer de réinventer la roue. La logique de l'innovation, c'est plutôt d'aller chercher le meilleur de ce qui se fait sur le marché, de comprendre quels sont les technos et les partenaires qui sont compatibles avec nos maisons pour travailler ensemble afin de créer une expérience, je dirais, qui est 1 + 1 = 3, qui est encore meilleure. Et nous, c'est tout ce qu'on fait quand on travaille avec des startups ou avec Google ou autres. C'est-à-dire que nous, on est assez agnostique, on peut travailler avec des tout petits ou des très gros. Mais la logique, c'est de dire, on ne peut pas savoir tout faire nous-mêmes, donc on va aller chercher en externe. Et donc pour vous donner quelques leviers qu'on a mis en place, quand je vous parlais de Kering Ventures, donc cette activité d'investissement, elle a commencé avec des investissements dans des fonds, donc de la Silicon Valley en Chine. Et la logique derrière, c'était de se dire, les gens les mieux placés pour justement avoir un avis sur une start-up, un secteur, c'est probablement les gens qui investissent pour essayer de faire émerger un écosystème. Et donc là où nous, on n'a pas de personnes sur place ou d'intelligence, on va aller s'associer à des fonds qui vont nous donner cette intelligence, que ce soit encore une fois sur la crypto, le secteur consumer en Chine, etc. On va s'associer avec des fonds qui animent un écosystème d'entrepreneurs qu'on va pouvoir rencontrer. Et la deuxième, c'est investir nous-mêmes dans des startups pour à la fois continuer d'apprendre à leur côté et inventer ensemble une manière de collaborer. Et donc, je reviens à cet exemple qu'on avait de Vestiaire Collective. On a beaucoup étudié le marché de la seconde main, on a trouvé des champs d'application pour nous, et puis on a décidé d'investir dans Vestiaire Collective, et de là, en fait, est venue cette logique de partenariat avec nos marques qui a abouti sur cette collaboration avec Gucci. Mais donc, ça prend du temps, mais on ne peut pas faire tout seul. Et donc, l'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles entre les marques et même plus largement sur le marché, comme tu disais, avec les fédérations. Eric, de ton côté, sur le comment aujourd'hui l'innovation se traduit dans les façons de travailler des équipes Chanel ? Je pense que dans le métier qui est le mien, au départ, on avait logiquement un écosystème naturel, j'allais dire un peu primaire, qui est évident, qui sont nos partenaires, nos manufacturiers, nos fabricants. Il y a 40 ans maintenant, ou un peu moins de 40 ans, la maison Chanel a décidé de soutenir, d'investir dans certains d'entre eux pour les préserver et faire en sorte que, ils continuent leur aventure en étant dans un système qui est ouvert. Donc ces entreprises ne travaillent pas uniquement pour la maison Chanel, mais travaillent pour l'ensemble des marques, des groupes, Kering, LVMH ou Hermès notamment. Et donc c'est un système qu'on a voulu ouvert. Et je pense que c'était d'abord cette idée d'incarner ça avec un lieu depuis 3 ans maintenant qui est le 19e, qui est un lieu qui regroupe 600 artisans. Et dans ce lieu où des plumassières, je reviens sur mes plumassières, des brodeuses, et puis une douzaine de métiers vont développer, fabriquer pour l'ensemble des acteurs et pour Chanel aussi des produits incroyables. Donc, je dirais le premier mot-clé, c'est d'abord un système ouvert. Maintenant, pour aller plus loin, et on parlait de matières premières dans mon exemple tout à l'heure, on voit bien qu'il y a un enjeu de compétences. On est parfois sur le sujet de l'élevage ou de l'agriculture, sur des sujets qu'on connaît, mais pas non plus de manière dans le détail. Et donc, on a nécessité d'abord de créer un écosystème, ce que disait Benjamin, fort, de relais, des gens qui vont nous aider à cartographier, à nous accompagner, avec une démarche, je pense, à chaque fois d'humilité et de sincérité. Et je pense que c'est vraiment une démarche dans le long terme. Je pense que ça, c'est le deuxième mot-clé. Après, ouverture, c'est le long terme. C'est cette capacité à s'inscrire dans la durée, à donner des objectifs à 3 ans, à 5 ans, parce qu'on sait très bien qu'une transformation, ça, c'est pas du jour au lendemain. Et donc, avec cet écosystème sur les matières, on travaille différemment avec ses partenaires, avec les acteurs locaux, en étant dans un moment souvent où on va réunir l'éleveur de laine, par exemple, et puis la marque. Et ça, c'est le troisième sujet, troisième point, après l'ouverture et puis cette idée de long terme, c'est d'aller vraiment à l'origine. Et quand vous êtes face à un éleveur de laine et que vous lui expliquez ce que sa laine, qu'il a mis 1 an
eh bien, a préparé, a suivi les animaux, qui a mis son énergie, sa vie, et que vous lui expliquez comme ça concrètement eh bien, ce que nous, on va en faire et comment on pourrait travailler différemment, à ce moment-là, vous créez quelque chose d'unique et de très émouvant, en fait, dans la relation avec ces éleveurs, par exemple, auxquels je pense. Et donc, après cette ouverture, après cette idée de long terme, il y a véritablement l'idée de connecter, en fait, l'ensemble des points d'appui et dans une démarche véritablement, j'insiste sur le mot humilité, parce que quand je suis face à un éleveur, j'arrive pas avec la carte Chanel, etc. J'arrive avec l'envie de travailler dans la durée, dans la profondeur, et puis de m'inscrire avec lui dans un vrai projet de moyen et long terme. Et donc je pense que c'est ça qui a changé, parce que je pas l'impression qu'il y a 40 ans, les marques, de manière générale, s'intéressaient aux éleveurs, aux agriculteurs, et qu'il y avait ce dialogue qui était ouvert à ce niveau-là. Je pense qu'il y a deux idées majeures que vous soulignez effectivement au-delà de l'ouverture. C'est, Benjamin, la notion d'écosystème dans lequel tu intègres naturellement les dimensions venture et puis la dimension technologique. Et toi, Eric, finalement, ce sentiment de remontée, c'est appréhender finalement la création autour de la notion de filière. Et effectivement, quand on a face à soi un tailleur avec des réflexions sur le lin, la laine, la soie, etc., finalement, c'est mettre le luxe dans un rôle et un engagement d'être très en avant sur la technologie et très authentique dans la façon de remonter aux sources de la matière et donc aux sources animales, végétales, qui sont quand même les ingrédients de base qui constituent ces maisons. Est-ce que, Pascal, je me tourne vers toi, l'écosystème technologique, la filière de bout en bout, si je peux m'exprimer ainsi, de la terre au podium, quelle vision tu as aujourd'hui dans une mise en perspective plus large des marques de luxe qui aujourd'hui œuvrent à cette transformation de leur façon d'appréhender le monde, en fait, d'une certaine manière? Je pense d'abord que ce besoin d'authenticité et de sens qui peut s'accompagner d'une empathie sur des sujets aussi importants, je pense que c'est structurellement plus fort encore que par le passé. D'abord parce qu'il y a cet impératif écologique, et puis parce que plus il y a de digital, plus nous vivons dans une société immatérielle et digitale, plus il y a besoin d'une compensation sensorielle. Donc d'une certaine manière, cette compensation sensorielle, elle accompagne la mise en œuvre, la réponse à cet impératif. Nous, on l'a vu, je vais encore dire sur les Fashion Week, parce que je trouve que je pratique assez régulièrement cette thématique, mais on a bien vu qu'il y avait, qu'à un moment, il y a eu des questionnements, on a dit, mais tout va être digital, tout va être, etc. Et en fait, il y a eu un besoin de retour au physique. Donc cette question du physique, du sensoriel, elle est fondamentale, mais après, on retombe sur le paradoxe, qui est qu'il faut mettre de la donnée aussi sur tout ça, ce qu'expliquait donc Eric. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on parle d'innovation, de quel type d'innovation on parle de nos environnements. L'innovation, on peut la repérer, les modalités, les types d'innovation dans un petit tableau très simple. C'est-à-dire que l'innovation, elle peut être technologique ou non technologique, mais sachant que, comme elles se font toujours dans un usage, dans un modèle économique, la technologie, c'est la technologie qui importe en dernière instance, comme on disait autrefois, mais elle doit être absorbée. C'est Daniel Harari, le président de l'ECTRA. Je pense qu'il ne me voudrait pas de dire des mots que j'ai entendu dire à deux reprises, disant que l'innovation technologique n'existe pas, alors que même c'est une grande entreprise de technologie, parce qu'elle doit être appropriée. Et puis après, cette innovation, elle peut être de rupture ou incrémentale. Nous sommes dans une innovation non technologique qui intègre le technologique et dans une innovation incrémentale. On ne s'occupe pas de l'avion à hydrogène. Pour donner un exemple d'innovation de rupture ou de la voiture électrique il y a X années. Et à partir du moment où on est dans cette logique, eh bien, il y a condition sine qua non, c'est la diversité et la transversalité. Parce que sinon, on retombe sur on évolue en circuit fermé, souvent évoqué d'ailleurs dans les business schools, et quand on explique que par exemple dans d'autres domaines que Nokia n'a pas innové parce qu'ils ont été extraordinaires, puis ils ont été fermés, ils ne se sont pas ouverts. Donc ça implique un énorme travail de compétences en interne pour les groupes. Pour les groupes, notamment français, pour les grandes marques, les groupes que j'ai coutume de qualifier les GAFA de la France, voilà. Donc c'est un énorme travail
Et puis, évidemment, cette ouverture, on la trouve pas nécessairement au sein de l'entreprise, d'où les liens, d'où les partenariats, d'où l'articulation avec le tissu d'innovation, y compris de start-up, etc. Et je voudrais peut-être dire un mot aussi, mais juste, c'est plutôt food for thought. Parce que c'est pas une question qui appelle une réponse, là. Mais regardez ce qui s'est passé dans les modèles innovants. Il y a une dizaine d'années, la deuxième main et la location de vêtements sont partis sur la même ligne. Et la deuxième main s'est imposée, et c'est pas le cas, c'est moins le cas, même s'il y a Rent the Runway, même s'il y a de nouvelles tentatives en France, même s'il y a des modèles qui marchent bien sur des zones géographiques très limitées aux États-Unis, etc., etc. Il s'est pas opposé de la même manière. Et donc ça montre tous les enjeux d'appropriation. Ça montre tous les enjeux d'appropriation et qui couvre à la fois les sujets technologiques, parce qu'il y a des problèmes de supply chain dans la location, qui également des sujets relatifs à l'attitude, au rapport qu'on a soi-même aux vêtements, au rapport qu'on a à son corps, au rapport qu'on a à la location, parce qu'on était supposé, il a été dit 1000 fois qu'on serait vers l'âge du renting, de la location et pas de la propriété. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des sujets complexes. Et en tout cas, ça nécessite des compétences, beaucoup de compétences. Et sachant qu'on sait aussi que parmi les plus jeunes marques qui n'ont pas tous ces moyens, elles ont aussi des terrains d'innovation extrêmement forts, qui sont multiples. Chacun sait ce qu'il en est, ou de l'articulation extrêmement pointue, extrêmement réfléchie, très fine de l'articulation entre la création et l'image chez Jacquemus. Je pourrais citer le cas d'Ami, je pourrais citer le cas d'autres marques, ou les nouveaux modèles économiques de Marine Serre, avec à partir de tissus, enfin de dead stock, comme on dit. Et en point ultime, c'est très important aussi, dans ce cadre-là, étant donné que nous sommes dans une révolution, il y a aussi, du point de vue intergénérationnel, il y a de l'apprentissage dans les deux sens, et notamment donc à l'envers, parce qu'évidemment la créativité est plus aiguë en moyenne en termes de probabilité que les générations sont les plus jeunes, et c'est aussi un point extrêmement important. Et je pense que cette dimension-là, je pense que vous l'intégrez, c'est aussi un des facteurs qui est intégré à travers les startups. C'est pas seulement donc l'innovation en tant que telle, mais vous avez aussi plein de Gen Z chez vous, c'est pas le sujet. Mais ce croisement, cette diversité, cette transversalité, elle est absolument essentielle. Et d'ailleurs, entre parenthèses, elle va un peu à l'encontre de la tendance, je ne parle pas de politique, mais sociologique un peu rémanente à une certaine forme de repli sur soi. Donc, alors que c'est d'autant plus important de forger et de favoriser cette culture permanente de la transversalité, de la diversité. Alors moi, je rebondis sur ce point. Merci Pascal pour effectivement nous questionner et avoir votre retour, Éric et Benjamin. On a beaucoup parlé effectivement de nouveaux modes de travail, d'écosystèmes d'ouverture, de veille, de test and learn, d'hackathon, tous ces dispositifs qui contribuent, je pense, à cette stimulation de la créativité et puis cette capacité à s'ouvrir. Pascal, tu parles de compétences, c'est encore autre chose. C'est finalement quelles sont les compétences dans vos équipes aujourd'hui qui sont nécessaires pour créer ces conditions d'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des logiques où vous repensez la structure de vos équipes, les profils que vous avez au sein de vos équipes? Et moi, je pense que le principe d'une idée, au départ, quand c'est une idée innovante, c'est qu'elle est infiniment critiquable. Elle est jamais parfaite, une idée neuve. Elle a dans ses constituants plein de petits défauts. Et donc, il faut savoir la protéger. Il faut savoir lui donner un terrain de jeu qui lui permet de se développer, de se déployer. Parce que quand vous comparez souvent quelque chose qui a 20 ans, 30 ans, 50 ans par rapport à quelque chose qui a 6 mois, 1 an, évidemment, ce qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, sur pas mal de domaines est meilleur que ce qui est nouveau. Et donc, le principe de mon métier, c'est de protéger l'innovation et c'est de faire en sorte qu'elle se développe, elle avance. Moi, j'appelle ça le métier de rêveur-acteur. C'est-à-dire de pouvoir rêver à un moment quelque chose, de pouvoir se projeter et en même temps d'agir.
Et je pense que dans l'industrie qui est la nôtre, et en tout cas pour Chanel, on a cette capacité de pouvoir se projeter, d'avancer par les moyens qui nous sont offerts, par la vision long terme qui est la nôtre. Et donc, je pense que cette logique de protection, elle est fondamentale pour pouvoir laisser de l'espace. Et encore ce matin, on avait une réunion et j'étais étonné dans un catho interne qui a démarré ce matin de voir une personne de l'équipe prendre la parole sur le chanvre et le lin, et j'ai été fasciné par sa capacité de défendre ce projet et de lui donner de la puissance. Donc il faut protéger l'innovation, lui donner les moyens ensuite, parce que évidemment il faut faire un tri sur un moment ou un autre, et la façon dont nous on l'opère, c'est qu'on a par cet écosystème dont je parlais tout à l'heure, ces 50 entreprises, des lieux où on va pouvoir héberger cette innovation, la protéger et la tester et voir si ça fonctionne pas. Et à ce moment-là, dans des Fab Labs internes, eh bien, imaginer, comprendre la valeur ou non-valeur de ces sujets. Puis ensuite, on va choisir des projets qu'on va avancer. Donc ça nécessite des compétences, d'une capacité à pas vouloir reproduire ce qui existe déjà. Et je pense que l'industrie du luxe, par définition, elle a ça en interne. Elle sait très bien en permanence se réinventer, recréer. Et donc, je trouve que, tu as raison Pascal de différencier luxe et innovation, mais je trouve que par sa génétique, elle est ouverte à des nouvelles idées, par sa vision créative, elle est en capacité de s'émouvoir devant quelque chose de nouveau et de l'embrasser. C'était pas le luxe, c'était création-innovation, mais pour le luxe, je te rejoins complètement en termes de... Benjamin, tu évoquais tout à l'heure dans les exemples, hein, évidemment l'approche pour vestiaire collectif. Tu évoquais aussi la capacité au sein de Kering de pouvoir aussi approcher des démarches d'innovation dans certaines maisons et viraliser, si je peux m'exprimer ainsi, et pouvoir finalement transmettre une approche positive et gagnante à d'autres maisons. Concrètement, comment tu t'y prends? Comment ça se passe? Je vais y venir peut-être pour rebondir sur ce que Eric disait. Je pense que j'ai une approche assez similaire avec l'équipe, mais la manière dont moi je définis les compétences, c'est une curiosité, parce que mon but, c'est découvrir effectivement les applications de toutes les tendances émergentes. Il faut une résistance dans la durée, parce que convaincre, on sait que ça prend énormément de temps. Enfin, bouger les lignes dans une industrie comme le luxe peut prendre du temps, et encore une fois, à juste ce titre, il faut préserver l'asset de nos marques, et du coup, il faut être capable de... moi, sur ce sujet de la seconde main, c'est le premier sujet que je me suis approprié il y a quasi 6 ans, et pendant les 2 premières années, pas grand monde était intéressé quand je leur parlais de seconde main. Et en fait, c'est un processus de changement. La ténacité. Ouais, vraiment de ténacité. Et le troisième, c'est l'exécution. C'est-à-dire que là, encore une fois, je reviens plus au principe de base de l'innovation, de l'entrepreneuriat, etc. C'est une idée, aussi belle qu'elle soit, n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'exécution. Et donc moi, ce que je recherche quand j'ai des gens dans l'équipe, c'est des gens qui sont capables de transformer une idée en un projet concret, parce qu'en fait, on peut avoir plein d'idées, mais il peut rien se passer pendant 2 ans. Et donc ça, c'est ce sur quoi on lutte. C'est ça, en fait, à l'innovation. C'est avant tout, c'est un état d'esprit focus sur l'exécution, itératif, pour essayer de créer cette dynamique de changement. Et donc, pardon, pour revenir à ta question de comment est-ce que on fait... Je pense on prend toujours, en fait, quand on prend quand on identifie un sujet, on fait le tour des maisons, en fait, et on vient leur parler du sujet en l'illustrant avec des startups potentiellement qui viennent pitcher ce qu'elles font, et surtout en leur expliquant comment nous, on voit des applications possibles, évidemment à challenger, parce qu'encore une fois, ceux qui auront la main sur l'expérience client finale, c'est eux. Et donc, il faut qu'ils se l'approprient. Et donc, on lance toujours des pilotes assez courts, à petite échelle. Et la logique derrière, c'est 1, déployer au sein de la maison qui a choisi d'y aller, 2, présenter les résultats, si la maison est d'accord, aux autres maisons pour qu'elles puissent se dire oui ou non, moi je veux y aller. Et en fait, ça, c'est, je dirais, une dynamique de changement humain, quoi. C'est-à-dire que c'est mettre les gens autour de la table, les inspirer et faire en sorte qu'ils se parlent. Donc, il n'y a pas de recette magique finalement, c'est juste... des relations humaines qui vont faire qu'on peut passer à l'action derrière.
avec cette notion sur laquelle tu insistes, hein, cette notion d'usage et donc d'applicatif, et puis cette notion de mesure, en se disant, au fond, on se laisse le temps, mais l'exécution permet aussi de mesurer. Je vais rebondir sur ces questions de luxe. Ça fait un peu cocorico ce que je vais dire, mais je dirais la même chose dans n'importe quel pays. Mais on est dans une concurrence internationale extrêmement dure, extrêmement féroce, extrêmement dure dans tous les domaines. Donc si le luxe français est leader mondial, je pourrais parler aussi de l'automobile française, de l'automobile allemande en l'occurrence, ou du digital donc aux États-Unis, au Silicon Valley bien sûr, etc., etc. C'est pas par hasard. C'est-à-dire que c'est parce que le patrimoine est un atout merveilleux. C'est plus qu'un atout, ça fait genre passif-actif. Enfin, je veux dire, c'est un héritage absolument merveilleux qui est cultivé sans cesse par la création, donc les directeurs artistiques et bien au-delà. Mais s'il n'y a pas un esprit constant d'innovation, eh ben, à ce moment-là, le luxe rentre dans une dimension qui est strictement patrimoniale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, les groupes français, les marques, aussi les plus jeunes, c'est cet esprit d'innovation. Moi, je connais un certain nombre de secteurs. J'ai été dans ce secteur, j'en suis sorti. D'abord, j'étais pas. Donc, je peux comparer avec une certaine distance, et je pense que c'est quelque chose qui est frappant de ce point de vue-là. Donc, on peut toujours s'améliorer parce que tout est toujours fragile. Mais disons qu'il y a un écosystème d'innovation et une dynamique d'innovation dans les groupes et les marques qui ont forgé ce leadership mondial qui, pour se prolonger, requiert cet esprit, cette idéologie d'innovation permanente. Vous voyez, il y a le patrimoine et l'héritage d'un côté, et le fait d'être en permanence tourné vers l'avenir, et il y a cette dialectique entre les deux aspects, elle est absolument inhérente, c'est une condition sine qua non de réussite et de poursuite de réussite. Eric, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi j'ai toujours une anecdote qui me marque beaucoup sur cette industrie, c'est que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'industries qui, en gros, sur 2 km², se retrouvent, puisque les bureaux de Kering sont à peu près 1 km, les bureaux de Chanel et Hermès, il doit y avoir 700 mètres, et les bureaux d'LVMH sont pas très loin. Et la fédération est un peu au centre de tout ça. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on retrouve Nike, Adidas, Reebok et Intersport dans un écosystème géographique aussi petit, ou Peugeot et Renault autour de Guyancourt, et ainsi de suite. Donc, du coup, cette industrie, elle est fascinante, elle est passionnante, et en tout cas, en ce qui me concerne, je prends beaucoup de plaisir à y être, en particulier chez Chanel, parce que je trouve qu'elle est vibrante et qu'elle est en réinvention permanente, et que c'est cette vibration qui fait le côté passionnant de ce qu'on peut vivre au quotidien. À laquelle la création contribue d'ailleurs, une espèce de vibration. Nos cœurs palpitent. Grave. Benjamin, est-ce que, en rebond de Pascal et d'Éric, est-ce que tu souhaitais conclure, en tout cas dans les trajectoires, les projections en termes d'innovation pour toi, tes prochains défis, tes prochains challenges? Alors, en fait, j'ai surtout envie de rebondir sur ce que vous disiez, c'est que je pense qu'il y a un truc qui est complètement unique dans notre industrie, c'est que c'est une industrie qui se remet en cause à chaque collection. C'est-à-dire que c'est quand même unique d'avoir une industrie qui est aussi ancienne et, entre guillemets, qui remet en jeu son business potentiellement pour les marques les plus créatives tous les 3 à 6 mois. C'est-à-dire que quand on sort une collection, on ne sait pas comment elle va être reçue, et quand on renouvelle une grosse partie de sa collection, c'est à la fois une prise de risque qui est plutôt créative, encore une fois, mais je pense qu'il crée un état d'esprit qui est propice effectivement derrière à l'innovation. C'est que c'est assez unique de faire ça. Voilà. Mes enjeux, non, je dirais, il y a beaucoup de sujets qu'on suit, et ce qui est drôle, c'est plutôt de voir les effets de cycle où il y a 6 ans, on a commencé à regarder la blockchain sur les enjeux de traçabilité. Il y a 2 ans, on a vu tout le pop-up du Web3, des NFT. Maintenant, ça n'intéresse plus personne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 1 an et demi, ça va revenir sous une forme différente. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est que, encore une fois, l'innovation et chaque thématique est protéiforme, et on ne peut jamais complètement la laisser de côté parce qu'elle revient au galop, quoi. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Moi, je voulais aussi finir par la création, parce qu'évidemment, c'est le centre de notre marque et de notre identité. On a des collections à peu près tous les 2 mois. Et donc, chaque collection, effectivement,
elle est, on remet à zéro les compteurs et on se réinvente, on essaie de reprojeter une histoire, une puissance créative. Et pour mon métier, c'est fascinant d'avoir des créations parce que ça crée des étapes successives de transformation. Si on avait 2 collections par an, on serait très inquiet quand on veut tester une nouvelle matière ou on veut innover. Là, on a tous les 2 mois la possibilité d'inventer par petites étapes. Et souvent, l'innovation aime bien les petites étapes. On avance par étapes. Et donc, pour moi, là encore, le fait pour Chanel d'avoir cette création au cœur, d'avoir ces collections, c'est un formidable atout pour le métier qui est le mien. Voilà. Merci infiniment de vos 3 témoignages généreux. Merci pour votre attention.